les amis, on se retrouve en Gironde, au Verdon, sur le port aux huîtres. Je m'appelle Nathalie Falk, je suis artiste et je vous propose aujourd'hui de faire une interview d'artiste à artiste et de venir rencontrer un coup de cœur que j'ai rencontré au port aux huîtres sur Verdon-sur-Mer. Donc c'est à côté de Soulac et nous nous trouvons actuellement au port aux huîtres. Je vais vous montrer. Donc il a son atelier dans des cabanes, des anciennes cabanes de pêcheurs. On va aller le rencontrer si vous êtes d'accord et faire sa connaissance. Alors je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Donc nous voici au Verdon-sur-Mer. Alors il y en a qui font des travaux, on entend un petit peu du bruit. Et voici le décor de son atelier et vous comprendrez comment son atelier est parfait pour son travail. Donc nous voici arrivés dans l'atelier de Sébastien Rideau. Bonjour Sébastien. Bienvenue au radeau. Merci. Merci de nous accueillir. Oui, écoutez, merci de venir et puis je vous propose de faire une petite visite. Eh bien, avec plaisir. C'est un atelier atypique. Peut-être, ouais, c'est une ancienne cabane de pêche réhabilitée en atelier et salle d'exposition. Magnifique, alors on va découvrir ton travail. Alors, donc nous sommes dans une cabane de pêcheurs. Et donc voici le travail de Sébastien. Magnifique. Voilà, on se retrouve dans l'ambiance lumineuse parfaite pour mettre en valeur son travail. Alors, on a des jeux de lumière et de transparence absolument magnifiques. Je vous fais un petit tour. Regardez comme c'est beau. Mais surtout, c'est tellement parfait dans ce lieu qu'il y a vraiment une âme avec ces filets de pêcheurs qui étaient là donc avant... Oui, c'est une ancienne cabane de pêche donc, que j'ai racheté et tout ce qui était à l'intérieur, j'ai récupéré pour faire de la déco. Regardez cette ambiance, cet esprit de cabane. Et puis alors, c'est une grande cabane, tu as beaucoup de chance. Oui. Un magnifique showroom atelier. Alors, on va découvrir. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien malgré les reflets. On va continuer le petit tour, la petite visite. On a un hamac en haut, vous voyez? C'est pour faire illusion. Tu fais pas la sieste là-haut? Une fois, 1 heure, je crois. Trop de travail, pas le temps de faire la sieste. C'est magnifique. Alors, on se croirait dans un aquarium. Et en fait, ce sont des sculptures. Tu nous raconteras un petit peu tout à l'heure. C'est magnifique. Et on te voit. Salut. Alors ça, c'est une des pièces centrales. Une très très grande sculpture d'une pieuvre. Magnifique. Alors on croirait que c'est du verre, mais en fait non, c'est de la résine. C'est magnifique. Et alors, le fait que ce soit sous cloche, ça donne tellement de préciosité à ces organismes ou animaux. On peut dire les deux. Tout ce que je fais sont des animaux. C'est des animaux. Quelle est la différence comment on peut dire alors, par exemple, les anémones Les invertébrés. Tout ce qui est animal comme ça, gélatineux, on les classifie comme invertébrés. Les oursins sont des invertébrés. Ça, c'est un oursin diadème. C'est magnifique. Alors ça Très brille. difficile à faire. Magnifique. Bonjour à tout le monde qui nous rejoignait.
Je vous fais découvrir cet atelier dans une ambiance très cocooning. C'est intime. On se croirait dans la paix d'un fond sous-marin. Là, on est dans les fonds sous-marins. Alors là, c'est une immersion à 20 000 lieues sous les mers. Oh, c'est magnifique. Mais alors, ce sont des sculptures, on dirait qu'elles sont en lévitation. Ouais, c'est tout le travail là de cette pièce, c'était de faire en sorte qu'on ait l'impression vraiment qu'elle flotte et vraiment dans un fond marin très profond. L'idée, c'était d'avoir quelque chose parce que ce sont des nautiles, ce sont des animaux marins qui vivent très profondément. Ouais. Et donc l'idée, c'était de les représenter dans leur milieu naturel, donc dans quelque chose de très foncé, très sombre, et en accentuant un peu la lumière sur eux pour les mettre en valeur, quoi. C'est magnifique. C'est tellement mystique, ces fonds sous-marins. Autant inexploré que l'espace, presque. Ouais. Avec ces créatures, on dirait que c'est des créatures de l'espace. Hein. Oui, mais tous les animaux marins comme ça, moi je m'attache surtout aux animaux qu'on ne connaît pas bien. Ouais. La méduse, c'est pas un animal qu'on connaît bien. Souvent, c'est un peu répugnant pour les gens, la méduse. Alors que pour moi, c'est quelque chose de très graphique, de vraiment gracieux, de magnifique. Et donc, je suis assez content parce que parfois, je réconcilie les gens avec les méduses. Non, c'est vrai, hein, c'est que c'est extrêmement gracieux, une méduse. Ouais, c'est très graphique, très féminin comme mouvement, je Ouais. trouve. Ouais. C'est la difficulté aussi de les représenter en mouvement, garder leur côté naturel. Alors, si tu veux nous raconter, comment tu es tombée dans les méduses? Parce que on pourrait comprendre pourquoi tu peins des éléphants, des gorilles, c'est tellement le vent en poupe en ce moment. Et puis, bah non, toi, tu as choisi les méduses. Oui. Alors, je ne suis jamais tombé dans les méduses. Et ouais, mais par rapport à ce que tu disais, effectivement, les animaux classiques en sculpture, ils ont tous été traités de toutes les manières. Donc, moi, je voulais vraiment représenter des animaux qu'on voit rarement. Donc, un jour, j'ai eu le tilt, je me suis dit, mais les méduses, c'est vraiment un animal sublime. Et donc, j'ai relevé le challenge en me disant, il faut que j'arrive à créer ça. J'aurais aimé les créer en verre, mais c'est un métier qui demande 20 ans d'expérience. Et donc, je me suis tourné vers les matériaux modernes. Donc là, la sculpture est à base de résine, de plexiglas, de tout un tas de matériaux. Et alors, c'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression que c'est du verre. Et du coup, tu n'es pas un artisan verrier, tu es un artisan résigné. Ouais, je sais pas comment dire. Tout plasticien, je dirais. Donc voilà, donc c'est des matériaux qu'il a fallu que j'apprenne à maîtriser aussi parce que c'est pas évident. Ah oui. Il faut vraiment trouver les bonnes matières qui vont justement garder cet aspect très transparent. Donc on trouve pas toujours les résines qui conviennent. On a tous en mémoire les résines années 70 qui ont toutes jaunies et ainsi de suite. Donc là, ce sont des matériaux plus élaborés et qui ont une garantie de transparence dans le temps. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème ni avec les UV, ni avec le temps. Eh bien, c'est formidable parce que tu arrives du coup à modeler la matière peut-être d'une manière plus poussée qu'on pourrait le faire avec du verre. Oui, c'est certain qu'on peut obtenir plus de finesse avec, notamment sur les tentacules. Ce serait possible de les créer en verre, bien sûr, mais ce serait beaucoup trop fragile pour le transport, la manipulation. Or là, je travaille avec des matières plexiglas en base de sculpture que je résine après, donc avec des systèmes de résistance, avec de la fibre de verre bien souvent pour que ce soit solide. Ouais. Et les tentacules des toutes petites méduses qu'on a vues tout à l'heure, eux sont faits avec une matière végétale. Donc tu vas nous expliquer tout ça parce que c'est techniquement tu as su inventer vraiment quelque chose hors norme. Par exemple, cette création, tous les petits tentacules sont faits avec cette matière donc végétale. Ce sont des baguettes que je travaille à chaud et qui sont faites à base d'amidon de maïs. C'est une dame qui a breveté ce produit dans le sud-est. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, les petites tentacules qui sont là ne sont pas de la même matière que le chapeau de la méduse qui, lui, est en résine. Donc, la difficulté, c'est d'assortir les mêmes couleurs. Bon, là, en l'occurrence, on est translucide, donc il n'y a pas de souci. Mais dès l'instant où on veut faire des méduses qui sont colorées, il faut trouver le bon compromis des couleurs pour que tout semble d'un seul bloc. Souvent, les gens me demandent, mais comment vous faites pour tirer la résine comme ça? Donc, ça ne serait pas possible en résine, ce serait bien trop fragile. Donc, j'ai allié les deux matières pour faire quelque chose d'harmonieux et de fluide. Alors,
Tu as grandi ici? Tu es originaire de Soulac? Ouais, je suis né à Soulac, enfin à l'Espar, et j'ai grandi ici. Après, j'ai fait un autre métier, j'étais carrossier. Carrossier, eh bien. Et puis, bon, j'en ai fait mon métier jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à 40 ans, j'ai décidé de faire ça, les méduses. J'avais commencé à travailler sur ces choses-là. Et puis, j'ai tout quitté, vendu mon commerce, changé de vie. Tu avais ta propre carrosserie? Oui, je travaillais à mon compte pendant 12 ans à Bordeaux. J'ai eu une opportunité de changement que j'ai saisie à pleine main. Et je suis parti. Je suis venu ici, j'avais une maison ici. J'ai acheté cette cabane qui était en très mauvais état. J'ai mis 1 an à la restaurer et puis j'en ai fait mon atelier. Au départ, c'était pour une année. Je m'étais octroyé une année en me disant, bon, on va essayer, on va tenter sa chance. Et j'en suis à ma 5e année, je crois. C'est aujourd'hui le jour anniversaire. On doit être le 12 ou le 13. Ah bah alors, c'est une interview anniversaire alors. C'est ça, c'est 5 ans du radeau. Excellent. Et voilà, c'est une belle expérience et pour rien au monde je reviendrai en arrière. Mais c'est incroyable parce que donc tu étais dans un monde plutôt masculin, très dur, parce que la carrosserie c'est du métal, il faut y aller en force. Et tu es passé à un univers souple, mou, aquatique, artistique, poétique. Ben oui, il paraît que voilà, il n'y a pas de cliché. C'est vrai que souvent les gens me disent vous ressemblez pas à celui qui a fait les méduses. J'ai visiblement pas le physique de celui qui pourrait faire ce genre de choses, mais après voilà, pas de souci. Moi j'assume parfaitement le fait de faire des choses qui soient complètement différentes de ce que je faisais avant. Effectivement, la carrosserie c'est un métier un peu dur. Mais néanmoins, j'ai travaillé avec des femmes dans ce métier-là. Et moi, je me complais beaucoup plus dans ces ambiances, justement, feutrées. Et ce que je disais tout à l'heure, pour moi, la méduse, c'est un animal très féminin. C'est quelque chose... Toutes ces choses-là sont des choses très féminines, très gracieuses, très délicates. Et d'ailleurs, la plupart de mes clients sont des femmes. Mais... parce que c'est vrai qu'on te verrait plus faire du football américain. Et puis, il y a cette délicatesse, cette part de toi qui est féminine, c'est qui sûrement vient ça. C'est sûrement ma part de féminité que je fais ressortir par mon travail. Mais j'aime beaucoup, moi, les choses détaillées. Je suis très attaché aux détails, aux choses délicates. Et ça a été mon idée du travail au départ. Je ne voulais pas faire quelque chose ni tomber dans le kitsch, ni tomber dans quelque chose de trop surchargé. Et donc j'ai beaucoup travaillé, y compris sur les mises en scène, tous ces globes anciens que j'essaye de chiner pour avoir quelque chose de très pur, de très léger et d'aérien. Voilà. Donc c'est vrai que moi j'aime ce type de mise en scène, j'aime la lumière, donc j'aime ce type de mise en scène. J'ai beaucoup travaillé pour y arriver parce que c'est pas évident au départ de faire des choses assez légères en fait. C'est-à-dire qu'il y a une grande technicité et aussi une vue du détail et une vue globale. C'est-à-dire qu'on a un grand écart entre les deux et je trouve que c'est ça le plus dur parce que parfois on a l'un ou l'autre et là on a vraiment ce mouvement, cette légèreté avec un infini détail, un souci du détail, de la délicatesse. Alors ça me fait penser au cabinet de curiosité un petit peu du 19e siècle avec ces créatures mises sous cloche qui nous fascinent, qui sont limite extraterrestres et qui sont d'une telle délicatesse. Évidemment, ça nous fait penser à notre rapport à la nature, à l'océan en tant qu'humain. Inévitablement, surtout ici. Bon, moi, j'ai toujours été fasciné quand même par l'océan. J'ai grandi ici, donc inévitablement, on s'inquiète, surtout par les temps qui courent. On sait très bien qu'au niveau écologie, on a fait pas mal d'erreurs. Et donc, moi, j'ai grand plaisir à travailler sur ces animaux marins parce que, en plus du fait d'émerveiller la plupart des gens sans prétention, il y a un aspect ludique des choses. Par rapport à moi, je suis assez écolo dans l'âme, donc j'essaie d'expliquer, surtout aux enfants, quand ils viennent à l'atelier, j'essaie de leur expliquer des choses simples pour éviter de continuer à polluer l'océan, quoi. Oui. Donc là, on cible exactement ce qui aujourd'hui est menacé, en danger. Les océans, on le sait tous très bien, c'est pollué, c'est plein de plastique. Donc j'essaie d'avoir ce petit côté ludique. Ça m'arrive de recevoir des classes, des gamins, des groupes d'enfants où on fait un travail autour d'un dessin, sculpture ou je ne sais quoi, et d'avoir ce côté ludique de vraiment expliquer que bon, toutes ces choses merveilleuses, si on veut les conserver, il faut faire attention. Ouais, et en même temps, alors ce côté cloche, sous cloche,
donne beaucoup de préciosité à ces êtres fragiles et souvent mal aimés. C'est vrai qu'on les voit au bord des plages, les enfants les laminent à coups de bâton. Quand on en voit dans l'eau, on crie parce qu'on a peur d'être piqué. Et en même temps, quand on est les premiers émerveillés quand on les voit dans un aquarium en train de danser avec une telle grâce. Et surtout, on a presque envie de dire que là, elles sont pas protégées, enfin, elles sont protégées des humains, de l'action humaine qui fait tellement de mal aux autres formes de vie et à tout l'écosystème et la biodiversité dans les océans. Donc finalement, ces cloches les protègent. Oui, c'est vrai que cet esprit des cloches anciennes comme ça, cabinet de curiosité, ça nous rappelle tous quelque chose, c'est vrai. Après, la méduse, particulièrement, c'est pas un animal qui est particulièrement menacé parce qu'elle n'a pas réellement de prédateurs, hormis des prédateurs naturels comme des tortues qui peuvent les manger ou certains poissons. Poisson-lune peut manger les méduses, mais c'est pas un animal qui est en voie d'extinction. Par contre, tous les autres animaux, la plupart des animaux que je représente, les nautiles, les pieuvres aussi, c'est un peu menacé pour certaines, les hippocampes ici, si vous pouvez voir, je vous montre quand même ma pièce préférée. C'est tellement beau. Donc ça s'appelle l'hippocampe feuillu, Phycodurus eques en latin. C'est un hippocampe assez grand qui paraît complètement improbable. Les gens, quand ils le voient, ils me disent « mais c'est pas comme ça un hippocampe ». Alors je les invite à chaque fois à taper Phycodurus eques, s'ils font pas d'erreur de nomenclature, et on tombe là-dessus. C'est un animal qui a développé des nageoires en forme d'algues dans lesquelles, des sargasses dans lesquelles il se camoufle. Et ça, alors je vais juste montrer parce que peut-être ici là, parce que voilà, parce que là il y a les gorgones, voilà. Et ici, voilà, vous avez... Et ça, c'est un animal particulièrement fragile, particulièrement pêché par les Asiatiques qui lui trouvent des vertus bienfaisantes, comme tout animal un peu rare. Et donc, c'est des animaux très très menacés d'extinction parce qu'ils vivent que dans le sud de l'Australie et c'est particulièrement menacé. Donc moi, j'aime bien expliquer un peu l'histoire de ces animaux-là. Ouais. Parce que peut-être ça inquiète les gens, ou certains poissons, ou certains coraux. Je dis aux gens surtout, ne ramenez pas de votre voyage aux Antilles un morceau de corail ou n'allez pas pêcher un coquillage. C'est particulièrement indiqué maintenant dans les aéroports et ainsi de suite, mais mine de rien, on a tous, vous voyez, moi j'ai des gens qui me ramènent le bénitier, c'est interdit, absolument interdit. Donc ça, c'est des vieilles choses que des grands-mères avaient sur les bords de salle de bain, je récupère, mais c'est ce qui notamment menace l'extinction de... Alors, il y a Christine qui dit que tu mets en lumière les créatures de l'ombre. Ah, c'est beau comme métaphore. Ouais. Et il y a quelqu'un qui te demande, mais comment tu fais pour créer cette lumière à l'intérieur ? Alors ça, c'est la deuxième difficulté de mon travail. C'est là-dessus que j'ai aussi beaucoup bossé. Je présente toujours et j'essaie de trouver le point lumineux qui va aller le mieux. Donc, il y a possibilité parfois de changer les couleurs sur certaines lampes. Mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est... Par exemple, cette pièce-là, j'aime que ce soit en blanc parce que ça uniformise l'ensemble. Cette pièce, elle pourrait être bleue, violette, orange, il n'y a pas de problème, je peux faire tout en couleur. Mais moi, j'ai un petit point faible pour les pièces qui sont blanches comme ça parce que ça leur donne un aspect précieux, presque bijou parfois. C'est magnifique. Ça, ce sont des cérianthes, des variétés d'anémones. En fait, ce qui est drôle, c'est que au-delà de ça, quand on regarde ton travail, on connecte à l'énergie des fonds marins et on se sent humble, on se sent petit. Il y a quelque chose de sacré. On sent presque le silence des fonds marins. Alors, je ne sais pas, enfin en tout cas c'est personnel, je sens presque une religiosité, c'est-à-dire je suis émerveillée par tant de beauté de la nature, hein, évidemment que tu as su retranscrire, mais... Ces formes sont presque venues de l'espace en fait. C'est incroyable. Vraiment, il y a des choses incroyables. Alors là, on a une pieuvre. Alors, on va parler technique tout à l'heure, mais est-ce que je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la technicité de cette œuvre. Alors, elle est magnifique dans son mouvement et dans sa poésie, mais la technicité pour faire cette pieuvre en résine.
Ce genre de pièce, ça nécessite une sculpture de départ et ensuite un moulage. Mais on ne pourrait pas mouler une pièce en 3 dimensions comme ça, sans le faire en plusieurs morceaux. Donc en fait, moi, une fois que j'ai fait une sculpture, je la coupe en plusieurs morceaux. C'est la technique de sculpture de tous les artistes qui font des choses comme moi, que ce soit en bronze ou en plâtre ou en terre, en argile, tout ce qu'on veut. Donc c'est des techniques une fois qu'on a fini une pièce, on la coupe en morceaux pour faire un moulage de chaque pièce et rassembler. Parce que là, on ne pourrait pas faire un seul moule de cette pièce-là. Donc c'est un petit puzzle au départ qu'il faut rassembler. C'est beaucoup de travail, mais c'est une belle pièce, c'est quelque chose qui a un beau rendu. Et alors, il paraît que... Alors, je ne suis pas connaisseuse, hein, je suis désolée. En Alsace, nous avons peu de fonds marins. Donc, je vais sûrement mélanger pieuvre et poulpe. Je ne sais même pas si c'est... Si, c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, déjà, je ne fais pas l'inter en disant ça. Mais il paraît que c'est très, très, très intelligent. C'est très intelligent. La pieuvre, c'est un animal très intelligent qui a des capacités incroyables à s'adapter au fond marin. Elle peut changer de couleur pour la plupart du temps. Il y a même une pieuvre dont j'ai oublié le nom latin, mais qui est capable d'un mimétisme. Elle sait imiter 6 ou 7 animaux différents pour se défendre. Et elles sont très intelligentes, elles sont capables. On a tous vu des tests de pieuvres dans des aquariums qui sont enfermés dans des bocaux, qui savent ouvrir les bocaux avec leurs tentacules. Enfin, c'est quelque chose. Et alors, il y avait une fois un test où on voyait une pieuvre prédire les résultats d'un match de foot, un truc comme ça. C'était quoi? La Coupe du Monde. Alors, elle avait eu raison. Très football. Et je croyais qu'à moitié, mais il s'avère qu'elle avait l'air de pas trop se tromper, cette pieuvre. On dit que les animaux ont un 6e sens, alors... Elle était dans le football, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui parle des abysses. Bah oui, on est complètement dans les abysses. Ouais, c'est l'idée. Ici, en plus, cette pièce, on peut la rendre un peu plus sombre en fermant les portes. Donc, tout de suite, on peut avoir des ambiances beaucoup plus... Ici, on a des choses que j'ai mis plus. Donc, ici, des méduses qui sont colorées, elles, donc teintées. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les filaments sont assortis au colorant qui est dans la méduse. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué déjà à faire. Avec derrière, c'est une véritable gorgone. Pareil, c'est un truc que j'ai trouvé. Mais... Alors, dis-moi, est-ce que tu es plongeur? Eh bien, non. Tu plonges pas? Non, j'ai fait un peu de plongée comme ça, masque, tuba, aux endroits où j'ai eu la chance de voyager, mais j'ai jamais fait, j'ai pas de baptême de plongée en bouteille, quoi. Donc, je plonge beaucoup sur la toile pour m'inspirer des choses, mais maintenant, avec le temps, avec mon travail, j'évite de voyager, j'essaie de rester dans quelque chose de plus écologique que le simple fait de prendre un avion, aller à l'autre bout du monde, faire de la plongée et finalement détruire des récifs. Tu as tout à fait raison. J'ai été aux Philippines et c'était une catastrophe. Comment tous ceux qui plongeaient avaient tué tous les coraux avec leur crème solaire. Et j'étais profondément triste de voir ça. L'abondance des gens, les coraux sont des animaux excessivement fragiles qui ont besoin d'une eau d'une qualité irréprochable avec peu de mouvement. Et c'est vrai que quand on voit les hordes de touristes arriver en mer Rouge ou sur la Grande Barrière et qui débarquent avec les palmes, ils cassent tous les coraux, c'est une catastrophe écologique. Alors déjà qu'ils n'ont pas besoin de ça avec le réchauffement climatique. Donc moi j'évite maintenant, mais j'ai eu la chance de voir de beaux récifs coralliens. C'est juste quelque chose que j'avais envie de représenter. C'est sublime, donc j'espère qu'ils vont pas tous mourir, même si c'est mal parti. Là, on a un œuf de roussette. Donc ça, c'est pas une sculpture à moi, c'est juste une mise en scène d'un œuf de roussette. Un vrai? Ouais. Ah oui. Donc la roussette, c'est c'est la famille des requins, c'est un petit requin qu'on mange. Et voilà, cette pièce, elle fascine tout le monde. C'est drôle ça. Ouais, c'est drôle. Et puis, vous voyez, par exemple, là, on voit cette espèce de... C'est un raté, ça. C'est-à-dire que c'est rempli de résine. Et la résine, ça peut chauffer énormément si on met trop de durcisseur. Donc là, on appelle ça un fel, c'est une cassure. Et moi, je la trouve super belle. C'est ça. Les imperfections ont amené de la magie. Ça amène quelque chose. On se demande si c'est pas une sorte d'algue dans laquelle aurait pu s'attacher cette œuf. C'est ça. Mais alors, il y a quelqu'un qui dit que le monde sous-marin n'est pas du tout silencieux, mais qu'il est très bruyant. Ah oui, complètement, oui, en plongée. D'ailleurs, le peu de plongée que j'ai fait, c'est incroyable. On entend les poissons, certains poissons dans les récifs. Souvent, il y a un poisson grogneur. Il fait comme un bruit de cochon. Ah ouais. Donc, c'est marrant, mais on entend tous les cliquetis des petits coraux, enfin pas les coraux, mais tous les crustacés. Quand on est sous l'eau, comme ça, on entend tous les petits cliquetis. Après, certains ont eu la chance d'entendre des baleines ou des dauphins. C'est extraordinaire. Et donc là, ici, c'est ta petite grotte, c'est ton atelier.
la grotte de fabrication. Donc c'est là où tout est créé. Alors allons voir un petit peu ton antre. Qui peut faire peur parfois parce que comme c'est tout petit, j'ai entassé pas mal de choses, mais toutes mes bases de sculpture prennent pas mal de temps parce que comme c'est de la résine, il y a des temps de séchage impératifs. Et donc moi je crée beaucoup de choses en amont et quand mes pièces, je les considère sèches, après je travaille dessus. Donc j'ai beaucoup de choses qui attendent, qui sont en séchage pendant des jours entiers pour être manipulables. Alors justement, tu as une technique incroyable. Si tu veux nous montrer un petit peu ton petit box. Donc c'est ici que tu fais tes moules. Ouais. Ici, je crée tous les moules de mes pièces. Donc, pour vous donner une idée, je vais attraper un truc là. Ouais. Comme ça, les gens vont comprendre. Alors, il y a aussi cette... vous voyez ici, il y a une espèce de boîte de protection parce que la résine reste toxique à utiliser. Et donc, ça te permet de te protéger. Il y a une soufflerie. Je montre juste là. Hop, il y a une soufflerie. Et... ça absorbe les solvants. Voilà, alors pour la technique, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est une base de sculpture. Ça va être une méduse, une tête, simplement. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est brut. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. C'est en plâtre? C'est du plâtre. C'est une base de résine avec du plâtre, des mastiques, tout un tas de choses qui vont être assez dures pour que moi, je puisse derrière. Alors quand tu dis une base de résine, c'est... C'est-à-dire j'avais une tête de méduse. c'est drôle parce que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose, mais en fait... Il y a un fond ici qui est en plastique, tu vois, par exemple. C'est pour faire ma sculpture de base. Donc là, elle est brute, bien évidemment. Moi, je vais faire toute la finition ultérieurement. Quand j'aurai fini ça, je vais en faire un moule en latex. Donc qui sera plus grand, qui sera adapté. Ah bah ça peut te faire des chapeaux aussi pour aller en soirée. Ça peut être sympa, mais j'ai toujours dit qu'un jour je ferai des vêtements en méduse. Va falloir trouver la personne qui voudra bien les porter. Voilà. Hormis Lady Gaga. Donc, Céline Dion est bien partie là. Ah bon, on va appeler Céline. Donc ça sérieusement c'est un moule latex donc de l'équivalent de ça dans lequel après moi je coule mes couches de résine une par une, on appelle ça une opération de rotomoulage. Donc je fais 3, 4, 5 couches selon le... Mais alors j'ai pas compris, la résine tu la coules où? Dedans. On met la résine dedans. Bon là normalement j'ai un moule un contre-moule pour éviter que ça s'affaisse. Donc quelque chose qui le maintient. Je mets la résine liquide dedans et je rotomoule pour que comme si on voulait beurrer un plat gâteau quoi. Donc on fait fondre le beurre et puis on le fait. Donc l'idée c'est de faire ça, plusieurs couches, avoir suffisamment d'épaisseur pour que ce soit suffisamment résistant au démoulage parce qu'après il faut sortir le moule. Et donc de ce moule là sort cette méduse là, cette tête là. Voilà. Donc ça c'est une partie brute d'une méduse. C'est incroyable parce qu'on dirait vraiment du verre. Ouais, c'est de la résine. Voilà. Donc là, je sais pas pourquoi elle a pris l'eau. Je dois avoir une fuite. Il y a eu des orages cette nuit. Ah oui, mais c'était très fort les orages. Mais ça, c'est pas grave. Ça va sécher. Voilà. Et à partir de cette base-là, moi, je vais pouvoir par la suite travailler, par exemple, ce genre de tentacule. Donc ça, c'est encore une autre pièce que je fais indépendamment, que je vais venir assembler à la méduse, toujours avec de la résine. Pour pouvoir... Alors c'est une tentacule après l'autre j'imagine. Ah ben oui. C'est un travail très long. Une journée de travail pour un tentacule et en règle générale pour harmoniser une méduse j'en mets 3. Donc sur ce type de méduse il y a déjà un peu de boulot quand même sur les tentacules. Moi je sais qu'on me demande souvent mais combien de temps tu mets pour le faire? Alors moi je n'aime pas poser cette question. C'est aléatoire. C'est ça. Une méduse de cette taille ça va me prendre une semaine. Mais surtout pour arriver à faire ça en une semaine il t'a fallu combien d'années pour arriver à ta technique? Tu vois le truc? Ça fait longtemps que j'ai travaillé celle-ci, je dirais 2 ans avant que pour moi j'obtienne un travail qui était satisfaisant pour moi. Le temps est tellement relatif et puis tu fais ça, donc tu es professionnel, donc finalement le temps est tellement relatif, parce que les gens ils ramènent la notion du temps à leur savoir-faire ou à la valeur de l'objet.
t'imagines pas. Moi, je dis, toi, tu es artiste, donc tu sais très bien que on travaille la nuit, nous, les artistes, dans la tête. C'est-à-dire que moi, tous les soirs, je m'endors en pensant à mon travail du lendemain, en me disant comment tu vas faire pour gagner du temps ou réussir ça. Donc, c'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas juste, ça sort pas comme ça. Moi, j'ai développé toutes mes techniques tout seul. Donc, tous les jours, j'apprends des choses. Tous les jours, je me dis, ah, mais ça pourrait me faire gagner du temps. Ou ça pourrait être plus joli. Donc ça demande, c'est un travail, oui, on ne pourrait pas quantifier le travail réel qu'on peut investir sur une pièce comme ça. Oui, parce que la gestation, et puis il faut une vie pour arriver à faire cette pièce en fin de compte. Déjà, il faut être qui tu es, là où tu en es, avec ton expérience de vie pour arriver à cette création, cette œuvre. C'est pas que la technique, c'est comme une maman qui aurait accouché un bébé en 2 heures. Et bien, derrière, il y a 9 mois. Et puis peut-être qu'elle a désiré son enfant 5 ans. Et c'est pareil pour une œuvre. La gestation en amont, et puis le temps de mettre la technicité, le temps d'arriver à cette poésie, à pouvoir raconter tout ça. Finalement, ça prend une vie de faire une œuvre, parce que ce n'est que le bout de l'iceberg. L'œuvre physique que l'on voit. Oui, c'est vrai que souvent les gens voient les choses. Alors moi, je suis assez content parce que le rendu me convient. Et donc, je suis assez d'accord avec toi. C'est que moi, parfois, je suis complètement obsédé par mon travail. Et il y a des moments, j'aimerais sortir de ça, me dire, pense qu'il y a une vie à côté de Méduse. C'est pas toujours évident parce que je suis toujours en ébullition dans ma tête, toujours à vouloir travailler. Bon, de temps en temps, tu fais des infidélités aux méduses et tu fais des limules alors. Voilà, je fais des limules quand je suis pas avec les méduses. Donc ça, c'est un animal assez incroyable aussi que j'adore. Qui est très 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 ramassé par l'industrie pharmaceutique. Hein. Ouais, ben oui. Parce qu'il fait, alors je sais plus quelle substance il fait qui guérit, c'est anti-inflammatoire. Son sang. C'est le sang. Hein. Le sang qui a la particularité d'être bleu. Qui est étudié par tous les scientifiques, effectivement, parce que c'est un animal qui vit sur Terre depuis 400 millions d'années et qui est absolument incroyable. On ne connaît pas très bien ses mœurs, mais il a effectivement cette capacité de survie incroyable parce qu'il vit au fond des océans. C'est un détritivore, donc il va vivre au fond des océans, les zones bien souvent les plus polluées. Et lui, depuis 400 millions d'années, il n'a pas évolué, il n'a pas changé, il a toujours son look d'époque. Alors, je pense que Spielberg n'a rien inventé, la nature l'avait fait avant lui, mais c'est vraiment Spielberg, ou plutôt, je dirais, je ne sais plus qui a fait Alien, Ridley Scott. Oui. Je dirais Ridley Scott n'a rien inventé parce que franchement, quand on voit l'architecture de cette carapace, qui a 400 millions d'années, qui n'a jamais bougé, c'est absolument incroyable. On pourrait penser que c'est même des lignes futuristes de voitures de demain. Enfin, quand j'étais gosse, on nous disait dans les années 2000, on aura des voitures comme ça qui vont. Je crois que certaines voitures se sont inspirées de son design. Oui, bien sûr. Tous les animaux marins, la plupart des voitures, maintenant, on dirait tous des squales, des requins. Quoi. Alors, elles volent pas, on nous a menti. Mais par contre, oui, effectivement, on est toujours dans des lignes. De toute façon, le design, c'est souvent inspiré de la nature. Moi, j'aime beaucoup l'art japonais minimaliste, mais souvent, tout ce que j'apprends sur l'art japonais, et depuis des siècles, ils ont toujours été très inspirés de la nature, le Japon particulièrement, et c'est toujours des choses très simples, très épurées et très bien travaillées. Donc moi, je suis assez fan de cette représentation. J'aime aussi le pop art, il n'y a pas de souci, mais je suis très, très attaché à la finition et au fait de mettre une chose en valeur telle qu'elle est. Et là, je n'ai rien modifié, c'est vraiment telle qu'elle est dans la nature. Et c'est absolument magique, c'est absolument Mais il y a des incroyable. jeux de transparence, de superposition. Celle-ci est particulièrement belle. Et là, particulièrement, quand tu la regardes comme ça, c'est vrai que là, on dirait un masque. Alors, il y a peut-être un peu de reflet de lumière, vrai, hein. mais on voit les deux. Je suis ton père. Oui, c'est ça. Donc, en fait, Ridley Scott, Spielberg et Cameron, non, c'est pas Cameron, mais La Guerre des Étoiles, ils peuvent aller se rhabiller. Quoi. Alors, donc, tu étais en train de nous raconter le processus... Parce que là, ensuite, quand tu as fait ton moule et que tu as sorti cette première pièce, tu t'arrêtes pas là, puisque tu vas la texturer après, c'est ça Alors, celle-ci, non, parce que celle-ci, elle reste particulièrement lisse. C'est une méduse qui va pas bouger. Parfois, je rajoute des... Alors là, j'ai un autre modèle qui est en séchage aussi. Donc, ça, c'est encore une autre technique. C'est la même idée.
Donc ça c'est déjà mieux fini. Mais Parce il y a que deux, elle, il y a il y deux. a un autre, Ah, voilà. un autre bol. C'est ce pourquoi tout à l'heure dans la sculpture tu me demandais, Ouais. j'avais l'impression. Donc l'idée c'est de faire cette base de moulage. Voilà. Parce que ça c'est quelque chose qui va très bien récupérer la lumière par la suite. Ouais. Voilà, quand on la met en lumière, Ah. tout de suite ce côté blanc donne une sorte de... Mais c'est pas la même résine ou c'est de la fibre de C'est la verre? même résine, mais avec une autre matière dedans qui s'appelle la silice colloïdale. Oh. C'est une matière qui sert à faire une charge dans le truc. Et donc, cette matière, ça fait comme une sorte de neige, ça donne quelque chose d'assez blanc pur. Et qui rajoute un peu cette sorte de, comment on appelle ça, de gélatine qu'il peut y avoir dans la tête des méduses. Tout à fait. Quelque chose de très organique. Ouais. Et qui, alors, quand c'est en blanc, ça marche super, mais dès l'instant où on veut changer un peu les couleurs, voilà, dès qu'on veut quelque chose de très lumineux, on peut avoir quelque chose de plus doux. Et ça, ce sont des pièces un peu plus complexes parce que ce sont des moules en 3 parties. Et donc, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est la même technique avec des étapes un peu plus nombreuses, quoi. Alors, je vais revenir à ton petit atelier, ta petite grotte. Voilà. Et donc, moi, ce que je trouvais fascinant, c'est... alors, on va parler vraiment technique. Tu n'utilises pas de la résine époxy, mais de la résine polyester. Alors, autant, par exemple, moi, je connais la résine époxy parce que je l'utilise aussi sur mes peintures. Et j'ignorais qu'il y avait de la résine polyester. Quelle est la différence ? C'est pas la même composition, c'est pas le même type de séchage en fait. La résine époxy, si tu la travailles, tu sais que c'est une proportion, souvent c'est du 3 pour 1 peut-être, 2 pour 1. 2 contre 1, ouais. En règle générale, Là, si elle est épaisse. Ouais, c'est pas du tout la même technique, c'est juste, on met un catalyseur à hauteur de 2% maximum. Ah oui. Donc 0,8 à 2% maximum. Selon les quantités qu'on va utiliser. Donc c'est un produit qui est sous forme liquide au départ, un liquide visqueuse par exemple, ça c'est ma base de résine. Donc vous voyez là, elle est légèrement violette au départ, et la viscosité est à peu près celle de la pâte à crêpes. Hein, d'accord. Et ensuite on a un catalyseur qu'on mélange à hauteur de 2% maximum. Alors, si tu en mets plus que 2%, est-ce que ça jaunit? Ça fait quoi? Oui, le catalyseur, c'est un produit chimique, c'est une réaction chimique qui va lancer une chauffe certaine de la résine. C'est une réaction chimique. Si on en met trop, il y a des risques à ce que ça chauffe trop, et là ça cuit vraiment, et auquel cas on obtient quelque chose qui va être effectivement avec une légère teinte jaune. Mais si on met les bonnes proportions, par exemple ça sont des têtes de méduses que j'ai faites, j'ai dû la faire hier, elle est en séchage pour l'instant, elle colle encore un petit peu parce qu'effectivement moi je mets très peu de durcisseur pour obtenir quelque chose de très transparent, voire garder ce reflet presque violet rose que l'on a sur la résine de départ. Ça, il y a une petite texture, c'est parce que tu as mis du sel ou c'est... C'est fait exprès, ça. Mon moule est fait comme ça parce que ça, une fois dans la lumière, ça rajoute une texture supplémentaire. Et en colorimétrie, bon, le violet et le bleu, c'est quelque chose de... Le violet, le rose, c'est toujours des couleurs faciles à altérer en changeant le faisceau lumineux. Le jaune restera toujours plus difficile à changer. Oui. Et alors, quelqu'un demande si tu as raté une pièce, est-ce que tu peux la faire fondre pour la reprendre? Pas du tout. Quand je rate une pièce, je râle. Là, par exemple, allez, je vais étayer le truc. Voilà une anémone. Une anémone, c'est une commande d'une personne qui voulait une anémone bleue. Alors, elle n'existe pas dans la nature, mais enfin, il voulait bleu. Et voyez, alors je ne sais pas si on voit bien, toute cette zone, parce que c'est une pièce très difficile à démouler, toute cette zone au démoulage a cassé. Donc là, j'ai râlé. Et non, je ne peux pas réutiliser ça pour le refondre. C'est le contre-exemple pour montrer aux visiteurs. Voilà. Comme quoi on ne réussit pas tout, mais voilà, j'ai rien à cacher. C'est un matériau très fragile et là, lors du démoulage, j'ai cassé toute cette partie. Vous voyez, tous les tentacules sont ici. Ah oui. Voilà, tout est cassé au démoulage. Et si tu recolles, on voit? Je fais pas. Donc ça je garde, ça ira dans un décor sûrement, dans quelque chose. Et puis c'est aussi le risque, c'est aussi alors, pour montrer aux gens. Pour cette pièce, attends, remontre-nous juste encore une fois. Pour cette pièce, quand tu l'as, j'imagine la technicité du moule, pour que la résine aille dans chaque petit picot, tu as vraiment fait chacun un après l'autre, ça a pris beaucoup de temps. On voit qu'effectivement tu as de la technique aussi, donc je vais te montrer le moule et tu vas comprendre la difficulté du truc. Voilà, ça c'est la partie
des tentacules, des petits tentacules. Wow. Alors, là, il est très dur à démouler, voilà Ouais. pour le démoulage. Donc en fait, effectivement, tu avais raison. Il faut remplir chaque petit picot Sans avant bulle toute d'air chose. et que ça aille Sans bien au bulle d'air, fond. voilà. Et la particularité de cette matière, donc ça c'est du RTV, du latex en fait, Ouais. c'est que... Je peux toucher? Oui, c'est souple comme Ah ouais, c'est du c'est latex. quand même assez dur. Oui, C'est parce très que là, épais. c'est très épais. Oui. Donc ça, c'est la partie uniquement tentacule de l'anémone. Et ici, j'ai l'autre partie du pied, avec toujours un accès. Donc ici, en règle générale, ça, c'est la partie avec laquelle je fais les colorants, pour que le pied soit coloré, mais pas les tentacules. Ouais. Comme ça prend bien la lumière. Donc moi, je fais le pied dans ce moule. C'est à base de... Vous voyez, il y a encore des résines, parce que j'ai pas encore nettoyé mon moule. Voilà, ça, c'est des bases de résine. Donc je fais ce pied, toute cette partie-là est faite en résine. Ensuite, on graisse un peu la partie de jonction et on assemble les deux parties. Ah ouais. Voilà. Donc après, il faut fermer. Bon, moi je ferme avec des... Et donc là, je pense qu'on verra pas, mais du coup, il faut toujours laisser un accès libre à la pièce pour re-remplir et refaire les mêmes étapes de rotomoulage pour vider, pour uniformiser Oui. une couche sur la partie extérieure et vider la pièce. C'est-à-dire que là, bon, à part la langue bleue, Oui. là, on voit que l'intérieur, il est vide. C'est ce qui donne la légèreté des choses. Là, on voit très bien que c'est vide. Ouais. On voit mon doigt. Ouais. Voilà. Et bien donc, comme on ne voit pas forcément où est-ce qu'on met la résine, sur cette zone, j'ai dû avoir un petit manque. C'est mon explication. J'ai dû avoir un manque qui fait qu'au moment où j'ai démoulé, ça a cassé, tout simplement. Donc, c'est pas très grave. C'est juste une journée de foutu en l'air. Mais... Voilà, c'est les expériences et aujourd'hui, même 5 ans après, ça m'arrive encore de faire des erreurs. Parce que c'est un matériau capricieux, c'est une matière intéressante, mais ça peut être selon le climat aussi, l'humidité peut générer parfois des choses un peu particulières. Mais sachant que le temps de prise est 20 minutes, hein, ça veut dire que toutes les 20 minutes, tu refais un mélange. Ah ouais. Et puis, c'est le travail est contre la montre, en fait. Hein. Ah oui, tout à fait, parce que c'est 20 minutes, mais 20 minutes de montée en température. Mais les 30 dernières secondes, c'est là où tout se passe. Parce que si ma couche, d'abord, la résine va devenir de plus en plus visqueuse jusqu'à un point de non-retour qui va carrément être du gel. Donc là, c'est fini. Ouais. Et ce laps de temps, il dure entre 30 secondes et 1 minute maximum. Donc là, il faut vraiment qu'à ce moment-là, la couche soit très bien répartie partout. Sinon, on va avoir une grosse coulée, des choses qui ne vont pas être harmonieuses. Il faut bien connaître son produit pour savoir comment danser avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il y a toujours, par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de variations de température. Il a fait jusqu'à 35 degrés la semaine dernière. Donc là, c'est des moments où il faut vraiment travailler très précisément. Justement, moi, c'est arrivé dans mon atelier. On a des fois des canicules à Strasbourg impressionnantes. La résine ne prend pas du tout de la même manière selon l'hydrométrie et la température. Et c'est arrivé des fois que mon mélange, il surchauffe. C'est-à-dire que je ne peux même pas le toucher. En il ébullition même. est bouillant. Et qu'elles prennent tellement vite. Quand il y a les canicules, ici en plus j'imagine dans la cabane, ça doit être difficile, le temps de prise est encore accéléré. Alors, moi déjà, je ne travaille pas quand il fait plus de 35 parce que je ne supporte pas la chaleur. Et puis oui, effectivement, parce que sinon techniquement, c'est juste pas possible. Ouais. On fait des erreurs, ça sèche trop vite. Et effectivement, ça peut monter en température très fort. Mais moi, j'utilise des petites quantités de résine pour faire une couche à chaque fois. Donc c'est pas comme une catalyse de masse qui va, si on fait des grosses coulées de résine, que ce soit époxy ou polyester, ça peut monter en température très fort. Ouais. Alors attends, je pense juste à une chose, mon chien est où ? Ah, ben on va aller chercher le chien. Je pense qu'il est pas mal accompagné. Je crois que mon chien, il est resté dehors. C'est la mauvaise maîtresse que je suis. Ça fait 1 heure qu'on discute autour ça. de la nature. Oh, ma Camilla, bah viens. Je me suis dit, bah elle est drôlement calme. Viens, Camilla. Alors, ça fait 1 heure qu'on parle autour de la défense des animaux. Oh, mais je l'ai oublié devant la porte. Oh là là. Oh là là. Mon assistante. N'aie pas peur. Elle a eu peur avec la porte qui s'ouvre. Voilà mon assistante. Alors, si vous avez des questions, c'est l'occasion de les poser à l'artiste. Et surtout, alors, il a une matière incroyable
qui l'utilise pour faire les petites tentacules de ces petites méduses. Alors j'ai été complètement subjuguée parce que autant déjà la résine polyester, c'est ce qu'on met sur les bateaux, c'est ça Ouais, voilà. bateau, planche de surf, catamaran. Donc c'est déjà pas commun. Bon, le travail n'est pas commun, l'artiste n'est pas commun, mais alors pour les petites tentacules, on dirait que c'est du verre, mais non, non, non. C'est une matière tout à fait incroyable. Tu peux nous parler de cette matière et d'où elle vient pour faire ces petites tiges qui font les tentacules des méduses? Cette matière exactement, c'est ça au départ. Ouais. Donc ce sont des tiges qu'a breveté une dame dans le sud-est. Ah ben oui, toi t'es malheureuse, petite chienne. Donc ce sont des tiges à base d'amidon de maïs. Ouais, donc incroyable. elle a breveté ce produit parce qu'elle est sur la production de matériaux écologiques comme ça. Ouais. Donc c'est à base d'amidon de maïs. Ça peut être, elle appelle ça le plastique végétal. Ça peut être teinté. Bon, là c'est une baguette blanche. Et c'est une matière qui se travaille, qui peut fondre à la chaleur. Donc elle conseille de la travailler avec de l'eau chaude, dans l'eau chaude. C'est un matériau qu'elle vend dans des boutiques de décoration ou d'art plastique. Elle dit vous pouvez faire tout un tas de choses avec, même des bijoux, des choses Incroyable, comme je connaissais pas cette matière de plastique végétal. C'est pas, ça va casser, Mais vous voyez, ouais. le taux de résistance souple, il est quand même super souple. Génial. Et une fois retravaillé, donc là par exemple j'ai fait une série de tentacules avec cette matière. Ouais. Donc voilà, là j'ai des tentacules de méduse. Donc pour vous donner une idée, on va en attraper un. Une fois que c'est travaillé à chaud, alors là, juste pour moi. ouais, là il est brut, hein, il est brut, mais autant il est fin, ouais. autant il est souple. Ah ouais. Donc on peut, là il est encore brut, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller sur une méduse comme ça, ce mouvement il n'est pas naturel. Donc moi une fois que j'ai assemblé tous ces tentacules à mes méduses, après ensuite je les retravaille pour que le mouvement, par exemple là vous avez une méduse que j'ai travaillée ce matin, alors je ne sais pas si on la voit bien, mais pour avoir un mouvement, d'ailleurs sa face c'est là, pour avoir un mouvement naturel. Ouais. Donc il faut après retravailler à chaud par exemple. Celui-ci pour moi il n'y a pas sans qu'elles se collent les unes aux autres. Voilà, sans qu'elles se collent les unes aux autres, parce que une fois qu'on l'a travaillé une première fois à chaud, elle a quand même une certaine capacité à s'étirer, mais pas éternellement non plus. Donc la deuxième chauffe c'est la plus compliquée. C'est celle, on est au stade où si on chauffe trop, boum, ça se rétracte complètement, ah ouais. Ça fait comme un ressort. Donc c'est très difficile, et en plus c'est l'étape finale, c'est-à-dire l'étape à laquelle je finalise la méduse, quoi. Alors au début ça m'est arrivé certaines méduses de trop chauffer puis brrr, tout se rétracte. Ah ouais. Donc foutu. Ouais. À la fin, pile à la fin. Des heures et des heures de travail pour comprendre la matière et la dompter. Voilà. Donc là ce sera deux méduses, ce seront deux méduses qui vont venir en opposition dans un globe. Voilà, qui vont être l'une au-dessus de l'autre, qui vont venir dans ce globe là. Voilà. Sur des systèmes de tiges et avec un éclairage par en dessous. Voilà, donc ça c'est une commande. Alors, quelqu'un demande ton site internet. Donc oui, je vais publier son site internet. Et surtout, comment es-tu devenu artiste? Comment tu es passé de carrossier à artiste? Comment du jour au lendemain Alors, quelle grâce t'a frappé? Je sais pas, je crois qu'on l'est toujours plus ou moins dans l'âme. Moi j'ai toujours aimé bricoler, j'ai toujours aimé faire de la peinture, des travaux, mais sans jamais m'imaginer qu'un jour je ferais de la sculpture. Et j'ai quand même travaillé, j'ai fait pas mal de peinture, pas mal de dessins, de choses comme ça. Et je me suis beaucoup inspiré, je visite beaucoup de musées, de choses comme ça, pour m'inspirer du travail des autres. Et je sais pas comment j'ai eu le déclic, il paraît qu'à 40 ans, on a besoin de changement. Ben voilà, moi j'ai changé de boulot, j'ai changé d'orientation, et le déclic il est venu tout seul. Alors il n'y a pas aussi une petite histoire où tu as trouvé une lampe dans une brocante Ah si, oui, il y a ma petite aventure. C'est vrai que oui, j'ai trouvé une lampe un jour dans une brocante, parce que j'aime bien chiner les objets, et j'ai trouvé une lampe qui m'a fait penser à une tête de méduse. Donc je l'ai vue à l'aller, et puis pendant la brocante j'ai cogité, je me suis dit mais l'idée de faire une méduse lumineuse, ça serait absolument génial. Donc j'ai acheté cet abat-jour en verre et sur lequel ça a été ma base de travail. J'ai commencé à travailler là-dessus. Ça m'a obsédé tout de suite. Donc j'en ai parlé à tout le monde autour de moi pour avoir des coups de main sur les matériaux. Et j'ai un copain qui m'a dit mais tu devrais essayer en résine avec du latex, ainsi de suite. Donc là c'était parti, l'idée était partie. Mais effectivement c'est une petite anecdote sur l'idée de départ. Ouais. Eh bien, tu as bien fait d'aller te promener dans cette brocante. Ouais, c'est vrai. Et alors, quelqu'un dit que l'humain s'est inspiré des méduses pour les parachutes.
Ah Tu savais oui, ça? ah non, ben voilà, on apprend, merci pour l'info. Mais maintenant, bien sûr, quand on voit le parachute ancien, rond, là, ben, bien sûr, Ouais. il est parfaitement, ouais, c'est une vraie méduse. Mais d'ailleurs, il va falloir que j'en achète un, comme ça je vais faire une méduse géante. Non mais oui, les parachutes de l'armée, là, qui sont très simples, pendant la guerre, les mecs qui descendaient, c'est une vraie méduse, c'est vrai. Alors, la Maison France 5, tu as consacré un reportage. Et alors, est-ce que ça a changé ta vie, ça t'a fait connaître? Comment tu fais pour te faire connaître? Comment tu vends tes œuvres? Comment ça se passe de ce côté-là? Alors, ici, ça fonctionne beaucoup par le bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'effectivement, la Maison France 5, j'ai été contacté par une amie dont la baraque est passée à l'émission. Et elle m'a dit, dans le cadre d'une carte blanche, est-ce que ça t'intéresserait de participer? Donc j'ai dit bien sûr. Et donc on s'est rencontrés, ça s'est fait, ça a été diffusé l'année dernière. Ça a été quelque chose de fulgurant pour moi parce que beaucoup de gens ont vu cette émission. Il y a un impact dont je n'avais pas pris la mesure. Et ça a été même quelque chose d'un peu difficile à gérer pour moi parce que je travaille à petite échelle, je travaille lentement, je ne sors pas beaucoup de pièces. Et là, je me suis fait un peu harceler par les gens, et tant mieux. Et ensuite, quand je vends une pièce à quelqu'un, ils installent ça chez eux, et ça fait de la pub. Les gens voient ça et trouvent ça incroyable. Parce que là, moi, je le mets dans une ambiance très particulière de cabinet de curiosité, mais parfois, c'est des gens qui ont des intérieurs soit très modernes, qui m'achètent quelque chose, ou alors très anciens, et ça passe à chaque fois. Donc, souvent, les gens sont surpris de voir une lampe avec des méduses, et donc, ça fait son bout de chemin. Et c'est comme ça que j'ai appris à me faire connaître. Donc c'est plutôt bien, j'ai suffisamment de clients, tout va bien. Alors est-ce que tu passes aussi par des galeries ou tu fonctionnes uniquement en direct? Alors oui, j'ai eu plusieurs galeries chez qui j'ai exposé, avec qui ça s'est pas forcément très bien passé parce que c'est un travail monstre que de transporter les pièces et ainsi de suite. Mais il y en a une à laquelle je tiens particulièrement, qui est une galerie absolument magnifique à Paris, qui s'appelle Desrolles, qui est une boutique qui existe à Paris depuis 1831, qui est un magasin de curiosités et de taxidermie, donc un lieu totalement improbable que je vous invite à visiter parce que on est en plein cœur de Paris, c'est rue du Bac à Paris, dans le 6e arrondissement. C'est génial parce qu'en fait on ne peut pas faire de taxidermie avec une méduse. C'est ça, donc quand j'ai contacté la directrice, parce que tant qu'à faire, je vais contacter directement la directrice en lui disant voilà, je fais ça. Elle m'a dit écoutez, ça paraît intéressant, venez nous voir. Et puis j'ai montré mon travail, ça leur a beaucoup plu. Et donc on a eu un très bon contact, ce sont des gens absolument charmants et très professionnels dans ce milieu. Et ce sont les seuls avec qui j'ai envie de continuer à travailler parce que d'abord on a un vrai échange humain avant toute chose. Et je les salue, s'il y en a peut-être qui nous regarderont, à part s'ils sont en vacances, mais bon, ils verront peut-être une rediff. Et ouais, c'est vraiment, ça me tient à cœur de travailler avec eux parce que je crois qu'on s'entend bien et il y a une réelle visibilité pour moi dans cette boutique qui est prestigieuse à Paris et qui est connue dans le monde entier. Et je crois qu'ils sont contents du travail que je fais pour eux. Donc c'est une affaire qui marche et je crois que je vais finir de travailler qu'avec eux parce que j'ai plus envie d'exposer, c'est compliqué à transporter, donc voilà. Et puis la productivité que demande une galerie peut aussi être compliquée. Alors c'est là où je trouve que chez Desrolles il y a une vraie compréhension et un vrai côté humain des choses. C'est qu'ils savent très bien que voilà, il y a des temps, des délais de production qui sont incompressibles et comme tu disais tout à l'heure, quand on crée des choses, à un moment il faut aussi prendre le temps d'avoir l'esprit libre pour le faire. Et ça, ils ne m'ont jamais mis de pression là-dessus, même s'ils attendent toujours des pièces à droite à gauche, ils n'ont jamais posé d'impératif fixé et on s'est toujours bien entendu là-dessus. Donc ça déjà c'est une part je dirais, assez respectueuse du travail de l'artiste. C'est génial parce que pour avoir travaillé aussi avec des galeries où vraiment ils disaient pour telle date on veut tendre comme ci, tendre comme ça. Et moi à l'époque j'étais jeune et j'y allais et en fin de compte ça m'a presque ôté le goût de créer. C'est ça. Parce que je le faisais... j'étais plus en phase. Il y a des jours où on a envie de créer, d'autres jours non. Et quand on est dans la productivité, il y a quelque chose qui n'est pas respecté en nous. Et la créativité est fragile. L'inspiration, ça vient pas comme ça. On n'a pas tous les jours envie de faire. Voilà, c'est pas un métier, c'est pas un travail
où on peut produire d'un coup, on nous dit tiens tu vas faire 10 toiles comme ça, non ça c'est juste pas possible, ou alors on va avoir la contrainte de le faire, et ce qui peut vraiment influencer le travail de l'artiste à mon sens. Moi il y a des jours je me lève, j'ai pas envie de faire un truc, alors chaque matin c'est jamais déterminé, je me fixe des objectifs globaux, mais j'ai pas d'objectif le matin quand je me lève, je me dis il faut que je termine ça. La plupart du temps, quand je me dis ça, je fais complètement autre chose. Donc, effectivement, il faut prendre le temps de travailler que ce qui nous inspire sur le moment. C'est ça, parce que cette liberté est le terreau finalement de l'inspiration et de l'expression de l'âme. Parce que quand on finit par produire, pour répondre à un succès en se disant bah, le train est là, il faut y aller, faut battre le fer tant qu'il est chaud. Enfin voilà, il faut produire parce qu'il y a... Bah voilà, on se dit il faut payer les factures, il faut y aller, on produit parce qu'on a la chance d'être demandé. Finalement, ça tue et ça amène à se recopier. On n'est plus autant connecté pour chaque œuvre et c'est formidable que tu respectes ça en toi. Ben, moi j'ai fait ce choix-là, hein. C'est quelque chose de... Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui viennent et qui me disent ah, mais nous on aimerait vous acheter un truc mais il n'y a rien à vendre. Je leur dis ben oui, j'ai pas mal de pièces qui sont en expo déjà, que je préfère ne pas vendre parce que je veux que les gens les voient. Et ensuite je leur dis mais moi je serais ravi de vous faire quelque chose sur lequel on pourrait discuter, déterminer une œuvre ensemble. Par exemple ça c'est une pièce qu'on a déterminée avec un client, il a été très exigeant ce monsieur sur la qualité des résines, des ci et là. C'est un monsieur qui est bijoutier, qui était bijoutier dans une grande maison à Paris et dont je tairai le nom, et qui est très maniaque, très attaché au sens du détail, donc ça me plaît parce que moi je le suis. Et donc on a déterminé un truc ensemble, donc j'espère que ça lui plaira à l'arrivée, normalement ça devrait. Mais voilà, j'aime bien aussi le fait de pouvoir échanger sur une pièce avec les gens avant de la créer. Donc on travaille un peu ensemble, en collaboration je dirais avec les clients, en leur disant voilà, vous voulez telle couleur. La dernière commande que j'ai faite, les gens voulaient un contenant différent de ce que je propose d'habitude. Pour un oursin piquant, ils voulaient dans un contenant carré. Donc, et à l'arrivée, c'était pas quelque chose qui m'était venu à l'esprit. À l'arrivée, ça marche bien. Donc voilà, il faut aussi pas être prétentieux et prendre des idées de partout. C'est chouette d'être ouvert à cette petite contrainte qui quelque part fait évoluer ton travail sur des aspects auxquels tu n'aurais pas pensé. Et est-ce que tu donnes un temps incertain, tu leur dis un moment ce sera prêt, ou tu leur donnes un délai? Ah non, il ne faut jamais donner de délai. C'est ça. Que sinon on est cuit. Non, oui, je donne des délais avec, je prends une marge de 1 mois d'avance. Ah voilà. Comme ça, on est à peu près sûr d'être dans les temps. Et évidemment, je rappelle avec 2 mois de retard. Mais bon, ça fait partie. Je crois que voilà, dès l'instant où on explique. Camilla fait la gardienne parce que maintenant c'est son atelier. Je crois que je vais l'adopter, comme ça ira très bien. Je disais que les gens ont compris que ma démarche, c'était pas de faire de la production, et tout ce dont on vient de parler, de tout ce besoin de repos, de calme, de créativité, les gens le comprennent en règle générale. Et la plupart du temps, quand les gens me commandent une pièce et je leur dis voilà, il y a un délai de temps, ils comprennent, ils me disent ok, ils me disent tout le temps, faites-le comme vous faites d'habitude, dans les mêmes conditions, parce qu'on veut vraiment que ce soit bien. Et j'essaye de toujours faire en sorte que ce soit parfait, et surtout pas bâcler mon travail en me disant je vais en faire 10, parce qu'il en faut 10, parce que je vais gagner de l'argent. C'est pas... Tu n'as pas vendu ton âme au diable. Au diable, j'allais dire à l'argent. Mais non mais ça, c'est quelque chose, c'est important qu'on vive de notre travail, ça c'est sûr, mais... J'aurais éventuellement, sans prétention, la possibilité peut-être aujourd'hui de produire beaucoup plus. Camilla. Alors, vous pouvez rentrer, hein. Vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai quelques visites parfois quand même, par temps de pluie. C'est chouette parce que ta cabane est assez isolée, mais les gens viennent... Salut Franck, ça va? Les gens viennent te visiter assez donc régulièrement. Non, j'essaie de pas céder à cette tentation là de dire bon ben je vais faire de l'argent. C'est pas le but. Moi mon but c'est vraiment de continuer à travailler. J'ai 1000 idées dans la tête. Je travaille actuellement sur des plantes carnivores, j'ai plein de choses au congélateur qui servent à être utilisées pour plus tard. Je travaille sur des crustacés, des choses comme ça. J'ai envie de créer vraiment un monde. J'ai vraiment envie de Est-ce qu'il t'arrive de mouler les vrais animaux? Oui, bien sûr. Je vais te montrer l'araignée, par exemple, l'araignée de mer.
Alors je vais pas faire un moulage du chien, mais j'ai l'impression qu'on va être copains. Ah Camilla, viens. Alors, ça... Oh, ça a moulé, ça doit être compliqué. Hein. Le monstre marin. Alors, tout le monde ne connaît pas ça. Chez nous, vous voyez par exemple, ça donne une idée de la taille. C'est ce qui se mange ça. Avec ça. Ouais, l'araignée de mer. Donc, moi je mange pas, mais... C'est délicieux. Donc si vous avez l'occasion d'en manger un jour, achetez-en, c'est délicieux. Araignée de mer. Araignée de mer. Ouais. Bon, elle sent encore un peu. Donc ça, c'est un animal qu'a pêché mon frère. Ça pullule chez nous. C'est un crustacé de fond, ça pullule. Celle-ci, c'est un mâle. On reconnaît au plastron ici. Ouais. Les mâles sont toujours plus gros. Donc, c'est absolument pas en voie d'extinction. C'est autorisé à la pêche, ainsi de suite. C'est vraiment délicieux, je le rappelle. Donc, la complexité là sur celle-ci, ça a été d'abord de la faire cuire. Ça, maman fait ça très bien. Et après, de la défaire entièrement pour récupérer la chair, parce qu'on ne jette pas. On a mangé l'araignée et démonter, parce que chaque pièce, là c'est pareil, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Chaque pièce, c'est vraiment un puzzle incroyable, parce que ça vit aussi depuis pas mal d'années sur Terre, enfin au fond des océans en l'occurrence. Et c'est un animal incroyable, parce que tout se démonte, tout est articulé. On pourrait croire une vraie pièce de mécanique auto, c'est incroyable. Donc, tu étais en plus dans la carrosserie, hein, c'est vrai. Non, mais vraiment, c'est sûr. Pour le mouler, tu as fait chaque bras, j'ai tout mangé, j'ai tout séché, j'ai mis au fourmi, machin. Et après, j'ai remonté chaque. Nourri de l'araignée, tu l'as recréé. Voilà. Et après, il y a des techniques de conservation, des choses comme ça. Donc là, je l'ai remonté. C'est comme les Égyptiens, tu l'as vidé de ses viscères. C'est ça, c'est une sorte de momie de l'araignée. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas tout le côté mystique qui va autour de ça. Mais voilà, l'idée c'est de recréer cet animal en résine polyester. Ouais. Et ça, alors c'est vraiment un travail. Alors, je vais la mettre par là. Vous voyez, je manque toujours de place. Je le remettrai dans la vitrine plus tard. Donc ça, c'est sa couleur naturelle quand elle a cuit. Mais parce que la cuisson la rend bordeaux, orangé. Ouais. Bonjour messieurs, dames, vous pouvez rentrer. Habituellement, une petite anecdote sur cet animal, comme c'est un animal qui, quand elle est petite, elle peut avoir des prédateurs parce que ça mue comme une araignée, comme un crabe. Chaque fois qu'elle grandit, en fait, son pyjama est trop grand, est trop petit. Donc elle perd sa peau, elle sort par là, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et là, quand elle sort, elle est toute molle. Donc elle est tout à fait, c'est tout à fait possible de se faire happer par un poisson. Donc du coup, elle se protège avec ses pinces, elle vient coller sur son dos comme ça, des petites algues pour qu'elle se camoufle dedans. Ah ouais, d'accord. Donc c'est assez rigolo. Et de ça, salut la miss, ça va? Bonjour. De ça, on peut obtenir, j'ai fait quelques pièces. Doucement, pour Camilla. Camilla. Oh, mon chien a vu un autre chien. Ah, est-ce que ça Alors, va aller? ami ou pas ami? Pardon. Ouais. Je vais juste voir. Ah, c'est bon. C'est bon? Je vois à 50 mètres comment elle va être. La petite là, c'est à qui la petite là? J'ai le papa qui est à côté, avec le chien. Sinon je la pousse dans la vase. Souvent ça monte, on ne verra plus. Et donc voilà, ça c'est la pince. Waouh. Alors c'est un autre modèle, donc elle est en résine. Ouais. Et voilà, une fois éclairée, Un travail colossal. on récupère avec le latex tous les détails de l'animal. Et donc ça c'est vachement sympa parce qu'une fois, il faut essayer d'imaginer que l'araignée est toute finie avec tout en résine transparente. Ça c'est pour Desrolles. Madame Garcia, si elle me voit, j'espère. J'ai vendu la mèche. Bonjour Madame Desrolles. Non, c'est Madame Garcia. Madame Garcia. Sophie Garcia, qui est la directrice du magasin. Et je vous invite encore une fois vraiment à visiter ce lieu qui est À extraordinaire. Paris, qui s'appelle la galerie Desrolles. Desrolles, 46 rue du Bac, 6e arrondissement. Tout le monde a entendu. Voilà. Et alors là, on est donc dans ton showroom et atelier. Il y a quand même pas mal de passages, même s'il faut la mériter ta cabane parce qu'elle est bien cachée. Ah oui, et donc il y a pas mal de visiteurs qui passent te rendre visite. On va te rendre à tes visiteurs. Un dernier petit truc, ça m'arrive aussi de faire des petites choses comme ça pour les enfants passage. Quand ils me le demandent gentiment. C'est un scarabée, c'est... Ouais, c'est un petit scarabée que la demoiselle a trouvé et qu'il voulait dans de la résine. Ah. Et cette fois-ci, tu vois, comme tu me l'as demandé beaucoup plus gentiment que la méduse de ton papa, j'ai pris le temps de le faire. Le méduse papa, il attend depuis 2 ans, c'est pas possible. Voilà, donc c'est pour toi, je te l'offre.
C'est Alors pour chouette. l'instant, c'est pas tout à fait sec, il faut pas que tu touches trop avec les doigts. Tu poses ça quelque part chez toi sur un truc qui va pas coller, tu vois. Et comme ça, tu auras un souvenir. T'en as de la radeau, chance. Un radeau atypique, mais voilà. Quentin? Ouais, super. Alors, on va clore cette interview. Hop. Voilà. Merci d'avoir Merci. été patient de nous écouter. Merci à vous tous de Et nous avoir puis, suivis. vous êtes tous bienvenus au radeau. Si un jour vous avez l'idée de passer par là, ben, je vous invite à découvrir Donc ce c'est lieu au magique. Verdon. Alors soit vous prenez le bac de Royan, c'est à côté de Bordeaux. Merci pour Merci ce à vous. moment. Merci beaucoup pour ta gentillesse, Merci ton, pour ton l'interview, accueil. pour toutes ces questions, pour cette interview qui va, je l'espère, plaire aux gens. Eh ben écoute, avec grand plaisir, c'était un bonheur de partager la poésie et on te souhaite encore plein de succès et Merci. plein de nuits blanches à penser aux méduses. Merci beaucoup. Merci Sébastien, Merci. au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres interviews atypiques. Bonne journée les amis.